Salut à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien, que la vie vous sourit, malgré l'ambiance électrique du moment. Parlons franchement, cette nouvelle affaire a explosé comme une bombe. Elle a fait couler des torrents d'encre, déchaîner les débats et bien sûr alimenter les théories les plus folles. En Algérie, on a ce vieux réflexe, et soyons honnêtes, on y cède tous. Dès qu'un scandale éclate, l'émotion prend les commandes. Le cœur parle plus fort que la tête. La logique mise au placard, l'objectivité enterrée. Très vite, on abandonne toute quête de vérité pour se jeter corps et âme dans le tumulte des rumeurs. On ne cherche pas à comprendre, non. On cherche à faire enfler le vacarme comme si le bruit était une fin en soi. Chez nous, les scandales ne sont pas disséqués pour révéler la vérité ou punir les coupables. Non, ils deviennent des balles perdues dans une guerre de clans. Insultes, calomnies, règlements de compte, chacun y va de sa manipulation pour tirer avantage du chaos. Et pendant que les coulisses du pouvoir s'animent dans un théâtre d'ombre, la vérité, elle disparaît dans les coulisses. Triste mascarade. Soyons clairs dès le départ, ce qui nous anime, ce n'est pas le nom d'un président ou la tête qui figure sur les affiches officielles. On ne mène pas un combat contre un homme pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente, ou plutôt pour ce qu'il ne corrige pas. Nous, ce qu'on traque, c'est la réalité brute, pas les discours creux, pas les illusions. La réalité, c'est que on vit dans un pays bourré de richesses, mais paralysé par une gestion catastrophique. Un pays qui pourrait rayonner, mais qui stagne. Coincé dans une gouvernance poussiéreuse, coincé dans des décennies d'inertie alors que le monde avance à grande vitesse dans la technologie, l'économie, la recherche. Et pendant que d'autres défendent leur liberté, nous on les enterre les nôtres une à une. Le recul est flagrant, le silence est pesant, et le régime, lui, se durcit jour après jour. Voilà pourquoi on ne peut pas se taire, voilà pourquoi on se bat. Et attention, notre lutte ne vise pas des visages, mais des mécanismes. Les figures passent, les pratiques restent. Ce qu'on veut déraciner, ce sont les routines toxiques, les combines politiques, les dérapages qui ont transformé l'Algérie en un labyrinthe sans issue. Ce système-là, on ne veut plus le réformer. On veut l'arracher de la racine jusqu'au sommet. Ah, l'affaire Petit Ami, celle qu'on a soigneusement laissée dans l'ombre comme si personne n'osait lever le voile. Pourtant, tout le monde le savait. Et nous, on l'a dit haut et fort, cette fameuse petite protégée, c'est bien le fruit du système Abdido. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne parle pas de coucherie ou de soap-opéra présidentielle. Ce n'est pas mon genre de mordre à l'hameçon des ragots. On n'est pas là pour faire du buzz façon presse à scandale. Quand je parle de relation, je parle d'un appui politique pur et dur. Elle n'est pas tombée là par hasard, elle n'a pas été placée là, poussée par des mains puissantes. Nommer cette dame à l'Observatoire national de la société civile, ce n'est pas une petite faveur anodine. C'est carrément un siège dans les coulisses du pouvoir. On parle de la présidence, rien que ça. Et devinez qui a soufflé son nom, c'est Abdido lui-même. Il l'a parrainé, promu, installé. Et ça, on ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Si certains se demandaient pourquoi on n'a pas encore mis en lumière certains aspects de l'affaire Petit Ami, eh bien c'est simple, on avait plus urgent, beaucoup plus urgent. Parce que pendant que les rumeurs tournaient en boucle sur les réseaux, nous on était les mains plongées dans le vrai drame. Pas des histoires de coucherie de couloir ou de séduction de salon, non. On parlait d'atrocités, de faits graves, de traitements inhumains infligés à deux Algériens, Yassine Benchatta et Hajar Sitouni par la machine répressive du régime Hamlaoui. Torture, coups, humiliation, enfermement arbitraire. Voilà le vrai visage du scandale. Ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des blessures, des cris étouffés, des droits piétinés. 2025 en Algérie et on en est encore à parler d'hommes et de femmes battus, humiliés, déshabillés, brisés par ceux censés les protéger. Alors non, ce n'est pas une affaire de relations privées entre âmes et les hauts placés. Ce n'est pas une question de charme ou de jalousie. C'est une affaire de justice qui s'effondre de services de sécurité transformés en instruments de terreur. Et tant que ces vérités-là n'ont pas été exposées, tout le reste est secondaire. Et si je vous disais que derrière le vacarme du scandale Hamlaoui se cache une ombre bien plus pesante, un homme de l'intérieur bien installé dans les couloirs feutrés d'El Mouradia est pourtant responsable des pires bourdes. Cet homme, c'est Bam Bam.
Oui, vous avez bien entendu. Un surnom aussi ridicule que son influence est toxique. Il n'est pas juste une pièce du puzzle, c'est le pivot de la mécanique du chaos. Ce monsieur, c'est le directeur de cabinet, pas un intérimaire de passage, non, le vrai patron de l'agenda présidentiel depuis janvier 2024. Et ce n'est pas tout, il tenait déjà les rênes en douce depuis fin 2023, et même bien avant puisqu'il s'était fait une place dès janvier 2020 en tant que conseiller juridique et judiciaire du président. Un juriste devenu stratège de l'ombre qui, au fil des années, a pris la main sur des dossiers sensibles, notamment les enquêtes d'habilitation. Bref, un homme qui coche toutes les cases du faiseur de roi, mais surtout du faiseur de problèmes. Et Abdelmadjid Tebboune, il le traîne comme un boulet dont il n'arrive plus à se débarrasser. Tragique, non ? Ce n'est pas la magie qui a propulsé Ham sur le devant de la scène. Ce n'est pas non plus le flair politique de Tebboune. Non, soyons clairs, celle qui l'a découverte, c'est pas la présidence, c'est BAM. Oui, BAM, ou bébé pour les intimes. Un surnom qui en dit long, non. C'est lui qui l'a hissée là où elle est aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que, disons-le franchement, il y avait bien plus qu'une simple relation professionnelle entre eux. On peut tourner autour du pot, mais à un moment, faut appeler un chat. Un chat. Bien sûr, notre boulot, ce n'est pas de fouiller sous les draps du pouvoir, ce n'est ni décent, ni éthique. Mais voilà le problème quand la sphère privée déborde sur les décisions publiques, quand des liens personnels deviennent des leviers politiques, quand une liaison se transforme en passe-droit. Là, on n'est plus dans l'intimité, on est en plein conflit d'intérêts. Et quand cette proximité sert à manipuler l'État, à caser des pions, à menacer l'équilibre des institutions, eh bien là, on a le devoir de lever le voile. Ce n'est plus du domaine privé, c'est devenu une affaire d'État. Entre 2020 et 2021, une certaine proximité, disons charnelle, s'est nouée entre Amna et un certain Ham. Oui, vous avez bien compris, pas un partenariat professionnel, mais un lien bien plus intime. Et derrière cette ascension parfaitement huilée, qui retrouve-t-on ? Toujours le même chef d'orchestre, Bam Bam. C'est lui qui lui a glissé à l'oreille qu'un poste l'attendait, promesse tenue comme toujours quand le piston vient de si haut. Mais attention, Amna n'a pas rencontré que Ham. Avant lui, il y avait déjà tout un bottin mondain du pouvoir. Nassé, déjà coché. Et même Bzit Yousf Bzit, un grand ponte du renseignement extérieur à la tête de la DDSE. La dame, il faut le dire, a su tisser une toile impressionnante dans les sphères les plus opaques du régime. Depuis 2020, elle a enchaîné les contacts avec des officiers aussi influents qu'opaques. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait. Elle a su, avec une habileté presque artistique, naviguer dans les eaux troubles du pouvoir. Mais s'il y a bien un nom à graver en lettres majuscules dans sa montée fulgurante, c'est celui de Bam. C'est lui qui l'a propulsé d'un claquement de doigts à la tête du Croissant Rouge algérien, puis quelques courbettes, plus tard à la barre de l'Observatoire national de la société civile. Et quand elle parle de lui, c'est toujours Ham, un surnom tendre, presque affectueux, qu'elle lâche avec le sourire devant les caméras dans ses tournées, dans ses discours. Comme une façon de rappeler subtilement qu'il lui a tout offert. Hamla, oui. Elle ne se gênait pas une seconde pour parler au nom de Ham, comme si c'était son badge officiel. Elle l'invoquait à tout va, s'en servait comme d'un bouclier, comme d'une carte d'accès, illimitée aux coulisses du pouvoir. Toute son ascension, elle l'a construite dans l'ombre de Boalam alias Bohème. Et ce n'était pas une ombre passagère, non. C'était un abri, une couverture, un parrainage total. Il l'a littéralement adopté, dans tous les sens du terme, au propre, au figuré, et même au-delà. Le lien entre eux, bien plus qu'administratif, une proximité assumée, intime, fondatrice. Et c'est grâce à ce lien que Bohème est allé vendre son poulain à Abdou, en lui soufflant que cette femme méritait la présidence du Croissant Rouge. Abdou, lui naïf ou simplement mal entouré, a cru à la version de Bohème. Il pensait que ce dernier était un homme loyal, sérieux, désintéressé, un serviteur de l'État, pas un arrangeur de l'ombre. C'est ce que je vous dis et je le dis sans trembler, c'est la pure vérité. Je lance même un défi public à tous les services de renseignement DDSE, DCSA, Général Hassan et compagnie, vérifiez si j'invente. Vous verrez. Si Hamna a grimpé les échelons à une vitesse supersonique, ce n'est pas grâce à son CV, mais grâce à Bohème.
C'est lui qui, d'un ton convaincu, a soufflé à l'oreille de Tebboune « Elle est parfaite pour diriger le Croissant Rouge algérien ». Puis, voyant que ça marchait, il a remis le couvert en la poussant à la tête de l'Observatoire national de la société civile. Mais Bohème ne comptait pas s'arrêter là. Non, non, l'ambition chez lui, c'est une pente glissante. En 2023, il est passé à la vitesse supérieure, il a tout tenté pour la hisser jusqu'au gouvernement comme ministre de la Solidarité nationale. Pression discrète, lobbying en coulisses, petits mots susurrés à Thèbes, le paquet complet. Et vous savez quoi ? Il a bien failli réussir. Le fauteuil ministériel était presque prêt. Presque. Car au dernier moment, une résistance inattendue a surgi. Depuis l'intérieur même du palais, la famille présidentielle elle-même, c'est Madame Tebboune et ses enfants qui ont mis le holà. Alertée par les siens, la première dame a tiré la sonnette d'alarme et rendons à Madame Tebboune ce qui lui revient, elle a stoppé ce projet avant qu'il ne tourne au désastre. Faut dire les choses, pendant que les influenceurs médias étrangers et pseudo-experts alimentaient des délires sans fondement, ceux qui connaissaient les vraies ficelles du pouvoir, eux, ont agi. Et dans ce cas précis, c'est elle qui a tenu la barre. Pendant que certains médias se perdent dans des récits délirants nourrissant des fantasmes à 2 balles, la réalité est tout autre, et elle pique. En coulisses, chez les Tebboune, c'est la guerre froide. Les enfants du président. Ils ne peuvent pas encadrer Bohème. Quant à Madame Tebboune, elle le supporte encore moins, et ce n'est pas juste une question de feeling. Pour elle, Bohème est tout sauf fréquentable. Moralement douteux, personnellement chaotique, il traîne derrière lui un joli cortège de casseroles, autant dans sa vie de famille que dans ses affaires parallèles. En privé, ils le disent, sans détour, cet homme a empoisonné l'entourage du chef de l'État. C'est simple, aux yeux de la famille, c'est à cause de lui que le président s'est planté à tant de reprises. Les décisions absurdes, les politiques incomprises, les fiascos publics, toutes ces impasses qu'on connaît trop bien, il les attribue à l'emprise toxique de Bohème. Et depuis le début, Madame Tebboune et ses enfants n'ont qu'une obsession, le voir reculer, perdre de l'influence, être écarté, mis hors jeu. Bref, l'éjecter du premier cercle présidentiel. La partie est loin d'être finie, mais un camp est en train de prendre l'avantage et c'est clairement celui de la famille Tebboune. La première dame et ses enfants ne lâchent pas l'affaire, ils grignotent. L'espace de Bohème le pousse peu à peu vers la sortie. Et le plus ironique, ils sont en train de réussir. D'après les sources les plus crédibles, le couperet ne saurait tarder. Bohème ne finira probablement pas ce second mandat. Son éviction est devenue une affaire de temps. Pourquoi ? Parce que Madame Tebboune, en coulisses, maintient une pression constante sur son mari pour qu'il se débarrasse de ce boulet en costard 3 pièces. Alors oui, soyons honnêtes, Bohème, ce n'est pas un fainéant. Il est matinal assidu, du genre à pointer au palais dès 7 heures du matin. Sur le papier, un modèle de rigueur. Mais derrière l'apparence du fonctionnaire discipliné, il y a le vrai personnage, un technicien de la combine, un ex-magistrat qui a transformé la manipulation en art de gouverner. Son bagage, rien de solide sur le plan politique ou économique, pas de vision, pas de projet, pas d'éthique. Juste une expertise douteuse en magouille d'État, héritée de son passage à la tête de l'organisme chargé de la surveillance des communications sous Bouteflika, époque Saïd et compagnie. Là, il a appris à écouter tout le monde, sauf la voix du peuple. Pire encore, ses penchants, la corruption, ses travers, les scandales personnels. Et s'il y a bien un fait qu'on ne peut pas nier, c'est que c'est lui, et lui seul, qui a fait entrer Ham dans l'antre du pouvoir. Il l'a introduite à El Mouradia. Pas Kamel Sid Saïd, pas Hamed, pas le service com. Non, c'est Bohème. Et le système essaie aujourd'hui de nous faire gober le contraire. Sérieusement, il ne savait même pas qui elle était jusqu'au jour où Bohème l'a ramenée sous leur nez en mode « Voici votre nouvelle collègue, apprenez à l'aimer ». Il ne leur a pas vraiment laissé le choix, il l'a carrément imposé façon rouleau compresseur. Et à cette époque, personne ne pouvait lui dire non. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la fin du premier mandat, Bohème n'était pas n'importe qui. C'était le patron de l'ombre, l'homme fort du système, le véritable numéro 2 du pouvoir et parfois même numéro 1 par intérim quand Tebboune n'était pas là. C'est dire le niveau d'influence. Hamel n'était qu'un pion de luxe bien placé mais encore loin du centre.
Pas encore incontournable, pas encore omniprésente. C'est précisément cette discrétion initiale qui lui a permis d'approcher les autres membres du cercle rapproché. Elle a joué finement, très finement. Et là, il faut lui reconnaître une chose, elle est redoutablement stratégique, flatteuse, calculatrice, charmeuse. Elle savait que l'ascension de Bohème avait une date de péremption. Alors elle a changé de tactique. Objectif tisser d'autres toiles, investir d'autres réseaux, se rapprocher de Souchet. Parce qu'un bon opportuniste ne mise jamais tout sur un seul cheval. Aujourd'hui, Bohème traverse une sale période. Il est dans la tourmente, pris au piège d'un deuxième mandat qui a commencé comme un naufrage. Les premières semaines ont déjà un goût de crise permanente. Résultat, une politique de répression tous azimuts, des opposants matés à la chaîne des élites bâillonnées et une économie qui ressemble à un champ de ruines. Et si on remonte à la source de ces dérives surprises, c'est encore Bohème. Tous les plans foireux, toutes les stratégies désastreuses, tous les dossiers bourrés d'erreurs viennent en droite ligne de lui. Les fameux rapports confidentiels, les analyses stratégiques, les recommandations en haut lieu, c'était sa came. Et Tebboune lui a foncé tête baissée dedans. Mais aujourd'hui, même lui commence à ouvrir les yeux. Oui, Tebboune réalise peu à peu qu'il a été mal entouré, mal conseillé, mal orienté. Et ce réveil tardif, on le devine dans ses discours, dans ses silences gênés, dans ses regards fuyants. Il n'est plus à l'aise. Il le sent au fond de lui, ses propres hommes l'ont mis dans une impasse. Le souci, c'est que Tebboune ne fonctionne pas à la logique. Il fonctionne à l'affect. Il est du genre fidèle, du genre à ne pas lâcher ceux qui lui ont montré un peu de loyauté. Quand quelqu'un se montre dévoué, même si c'est un désastre ambulant, il s'y attache, il protège, il pardonne, il s'accroche. Bohème le sait et c'est ce qui l'a maintenu en vie jusqu'ici. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais s'il y a bien un domaine où Bohème excelle, c'est dans l'art de se rendre indispensable. À 7 heures tapantes parfois, même avant le lever du soleil, il est déjà en poste. À 11 heures, tout est réglé, trié, classé. Sur le bureau de Tebboune, les dossiers attendent bien sagement comme par magie. Et ça, Tebboune l'a vu. Il a cru reconnaître en lui bien plus qu'un simple collaborateur. Bohème est devenu son extension, son double opérationnel. Plus qu'un secrétaire, plus qu'un Amou ou un Ahmed Bohème, c'était son outil de pilotage, son exécuteur, son cerveau externe. Mais c'est bien là que réside le piège. Car quand l'outil devient le maître, quand le bras droit commence à tordre le bras du patron, tout bascule. Et Tebboune le sait. Il le sait très bien que Bohème l'a souvent orienté dans la mauvaise direction, qu'il lui a soufflé des idées douteuses, l'a embarqué dans des impasses judiciaires, des erreurs économiques, des alliances toxiques. Pire, Bohème traîne des casseroles. Il y a l'odeur de la corruption, les rumeurs de mœurs, les fréquentations louches, les décisions prises pour servir ses intérêts personnels. Tebboune en a conscience aujourd'hui. Il sait qu'il a trop donné, trop fait confiance. Et maintenant, il voit Bohème non plus comme un appui, mais comme le symbole même de sa plus grosse erreur. Et s'en débarrasser, ce serait reconnaître publiquement cette bêtise. C'est là tout le drame. Bohème, il n'a jamais agi en pensant au pays. L'intérêt général zappé, l'éthique de l'État écrasée, l'intérêt suprême de la nation. Même pas pris en compte. Soyons sérieux 2 secondes. Si ce gars-là avait été vraiment loyal, s'il avait eu un minimum d'intégrité, il n'aurait jamais, au grand jamais, fait entrer une femme comme elle dans le cœur même du pouvoir. Qu'il vive sa vie privée comme il l'entend, franchement, c'est son affaire. S'il veut tomber amoureux, l'emmener dîner, lui écrire des poèmes, ou même lui acheter une villa à Tipaza, grand bien lui fasse. Tant que ça reste entre 4 murs, ça ne regarde que lui, sa conscience et sa famille. Mais le problème, c'est quand il décide de transformer une relation privée en marchepied politique. Quand il pousse son petit âme au sommet du croissant rouge algérien en jouant de ses connexions. Quand il vend à Tebboune l'image d'une femme compétente dévouée à la cause, alors qu'en coulisses, elle n'est là que pour une mission bien huilée. Il lui a donné un script vidéo élogieuse à la télé, insulte, calibré contre les opposants, attaque ciblée contre Djamel Noui, langue de bois militante 24h24 pour glorifier le chef de l'État. En clair, un kit complet de propagande sur commande. Et ça a marché. Il a retourné la situation, embobiné Tebboune et placé sa protégée pile là où il voulait,
un coup monté avec précision. Et ça c'est tout bohème. C'est Thébault lui-même qui a donné son feu vert. Allez, filez-lui le croissant rouge algérien. Banco. Une fois ce poste dans la poche, c'est Bam qui a orchestré la suite. Il a pris son téléphone appelé Ahmad puis Kamel Sid Saïd et leur a glissé gentiment « Soutenez-la, couvrez-la, ouvrez-lui quelques portes, vous voyez l'idée ?» Résultat, Saïd a commencé à jouer les coachs en communication. Un appel par-ci, un conseil par-là. Progressivement, elle a pris ses aises. Elle voulait le voir souvent, lui parler souvent. Et pourquoi ? Parce qu'elle savait très bien comment le jeu se jouait. Si elle voulait que ses faits et gestes, même les plus anecdotiques, remontent jusqu'au sommet, via les fameux rapports internes, il fallait que Saïd en touche 2 mots dans ses résumés, ses notes, ses synthèses envoyées à la présidence. Bref, elle voulait son petit encart dans le bulletin quotidien de l'influence. Une fois Bam devenu trop pris pour lui accorder du temps au quotidien, après tout diriger un cabinet, c'est pas une sinécure, elle a discrètement glissé vers Amadou. Moins débordé, plus accessible. Un simple secrétaire particulier, donc avec des horaires un peu plus souples, disons. Résultat, Ahmad est devenu son nouveau relais. Petit à petit, il l'a épaulé, soutenu. Et devinez quoi ? C'est par cette proximité qu'elle a décroché sans trop d'efforts apparents le fauteuil de présidente de l'Observatoire national de la société civile. Et pourquoi cette ascension soudaine ? Parce qu'en haut lieu, on l'a présentée comme une pièce maîtresse du puzzle, loyale, disciplinée du sérail, comme on dit. On a promis qu'elle jouerait un rôle clé dans la défense du second mandat, qu'elle serait un atout précieux. On l'a mise en avant en vendant du rêve, ou plutôt en racontant ce qu'il fallait pour manipuler dans l'ombre. La conviction n'était pas spontanée, elle a été soigneusement fabriquée. Jamais, au grand jamais, on a pris la peine de glisser à l'oreille de Tebboune les petites manigances, ou plutôt les grandes magouilles de Hamnaoui. Personne n'a osé lui dire qu'elle s'était offert le luxe de piocher dans les caisses publiques, discrètement mais sûrement. Ni qu'elle avait transformé la justice et les forces de l'ordre en instruments de vendetta personnelle, jetant en prison ses rivaux au sein du Croissant Rouge, comme s'il s'agissait de vieilles querelles de voisinage. Protégée par son aura de proximité avec le sommet du pouvoir, elle agissait en toute impunité, pendant que le chef de l'État lui restait dans le brouillard. Et Bohème, l'infatigable Bohème, qu'avait-il en tête ensuite ? Rien de moins que de la hisser jusqu'au rang de ministre. Oui, ministre. Le plan était presque bouclé, mais c'était sans compter sur un contre-pouvoir inattendu, Madame Tebboune. Elle au moins n'a pas tremblé. Forte de ses convictions et de son influence, c'est elle qui a coupé court à cette ambition mal placée. Si elle n'était pas intervenue, on aurait peut-être vu Hamnaoui au gouvernement maquillant ses abus sous les habits de la solidarité nationale. Je ne suis pas tombé dans l'opposition par goût du conflit. Ce n'est pas une posture ni un rôle que j'ai choisi au hasard. C'est la réalité du pays qui m'a poussé à hausser la voix. Journaliste avant tout, engagé par conviction, j'ai été contraint de m'opposer parce que je ne pouvais plus détourner le regard pendant que l'intérêt collectif se faisait piétiner. Mais attention, je ne suis pas aveugle d'un œil et militant de l'autre. Quand mes recherches, mes enquêtes, mes constats m'amènent à reconnaître la droiture de quelqu'un, même si cette personne siège au sommet du pouvoir, même si elle incarne l'État, alors oui, je le dis. Je le dis sans rougir car la vérité mérite d'être dite qu'elle plaise ou non. Je me dois d'être juste même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et la vérité, c'est que Madame Tebboune, elle ne joue pas double jeu. Cette femme-là, elle est droite dans ses bottes. Une vraie sentinelle toujours à veiller sur l'équilibre de la maison présidentielle. Elle protège son époux, mais pas seulement. Elle garde aussi un œil sur l'intégrité morale de leurs enfants. Et quand les siens lui ont soufflé à l'oreille que les choses partaient en vrille, c'est elle qui a mis le holà. Elle s'est tournée vers le président et lui a lancé cash « Non, mais t'as perdu la tête. Hors de question que tu la nommes ministre. » Au début, son rêve, c'était de s'installer confortablement au ministère de la Solidarité nationale. Mais comme cette porte s'est refermée sur son ambition, elle a vite réajusté sa visée. Direction le ministère de la Santé cette fois, puis est venu le mois de mars. C'était en 2025 si ma mémoire ne me trahit pas. Oui, mars 2025, où elle a finalement réussi à se faire élire à quelque chose. Ne me demandez pas la date exacte, je vous avoue que j'ai le cerveau en vrac avec toutes ces
Ces infos qui s'entrechoquent dans ma tête. Alors c'est Madame Tebboune elle-même qui a mis son veto. Quand le rêve ministériel de notre héroïne a tourné court, Bohème n'a pas lâché l'affaire pour autant. Il a continué à pousser, à insister, à s'acharner. Finalement, pour calmer le jeu, on a dit « D'accord, va pour un lot de consolation ». Pas question de la faire ministre, mais puisqu'on lui a fait miroiter quelque chose, offrons-lui donc ce fameux Observatoire national de la société civile. Qu'elle aille observer. Maintenant qu'elle a enfin capté qu'un fauteuil ministériel ne serait jamais pour elle, avec tout le clan Tebboune qui la regarde de travers, surtout Madame qui ne peut plus la voir en peinture, notre chère Amnaoui sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Alors, stratégie de repli, comme son mentor Bohème rêve déjà d'un poste diplomatique, la petite Am ne veut pas être en reste. Elle aussi veut son ticket pour l'étranger. Ambassadrice, rien que ça. Oui, vous avez bien entendu. Cela fait des semaines qu'elle pousse discrètement ses pions, avant même que le scandale n'éclabousse tout le monde. Elle active ses réseaux, notamment un certain Had, un fidèle chevalier au service de sa cause, pour décrocher une mission diplomatique. Et tenez-vous bien, on lui a même offert des postes en Afrique. Mais Madame a fait la fine bouche. Non merci l'Afrique, très peu pour elle. Elle vise plus haut. Son obsession. Un poste en Europe. Et pas n'importe où, elle exige carrément l'ambassade de Paris. Rien que ça. Mais cette histoire-là, mes amis, on va la garder bien au chaud pour un prochain épisode où je vous dévoilerai les rouages précis de cette petite comédie orchestrée avec soin par Pistam et son bienveillant parrain. Voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Ce que je viens de vous livrer, ce ne sont pas des ragots ni des inventions. C'est brut, c'est réel, c'est factuel. Je n'ai aucun intérêt à blanchir Tebboune, ce n'est pas mon rôle. Mais soyons honnêtes, celui qui a tout enclenché, celui qui a mis la pièce dans la machine et laissé tourner sans contrôle, c'est bien Bohème. Et même lui, au fond, il sait qu'il a commis un énorme raté. Tout ce désastre, ce feuilleton embarrassant, porte la signature d'un seul homme, Monsieur Bohème.